Lacan, nous et le réel, 42e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Alors je vais essayer de vous parler un petit peu de quelque chose qui est corollaire à la dimension psychanalytique et qui s'appelle l'idéologie. Ce qu'on appelle l'idéologie en psychanalyse, c'est très simple. Ce sont les discours. Donc, pour la psychanalyse, le fait même d'être parlant, d'être un par-l'être, nous plonge automatiquement dans l'idéologie. Nous sommes toujours pris dans une idéologie. Il n'y a pas de moyen de sortir de l'idéologie. La seule chose que nous puissions faire, c'est changer une idéologie pour une autre idéologie. C'est là où la théorie des discours de Lacan prend tout son intérêt. Bien sûr, on sait que l'intérêt premier, il se situe dans le travail de la cure, mais c'est là où s'active aussi de manière très concrète, c'est-à-dire avec des concepts aiguisés, élaborés, sophistiqués, qui concernent la politique. Donc nous sommes aujourd'hui dans une idéologie qui s'appelle, vous le savez, le discours capitaliste. Le discours capitaliste, ce n'est pas le discours que tiennent les capitalistes. Je refais ce petit point-là de précision, c'est-à-dire le discours, le mot, le terme de discours, tel qu'il apparaît dans l'enseignement lacanien, c'est pas son exception la plus courante, la plus commune. Discours, c'est un concept sophistiqué. On l'a vu plusieurs fois, le sujet est toujours, a priori, déjà pris dans un discours. C'est pour ça que le sujet de la psychanalyse, qui est noté S barré, ne parle pas. Il est parlé et c'est par là qu'il s'appréhende. C'est la seule manière que nous avons aujourd'hui de faire un point sur l'idéologie qui est peut-être le seul point capable d'éclairer l'absurdité dans laquelle la société semble avoir plongé. Je dis semble parce que l'absurdité peut apparaître pour certains et pas pour d'autres, bien sûr, qui y voient un intérêt. C'est-à-dire pour eux, c'est pas du tout absurde, c'est au contraire une opportunité. Donc je vais essayer d'éclairer un petit peu cette constellation idéologique aujourd'hui qui nous force, par exemple, à mettre une guenille faciale, un slip facial appelé masque, pas pour rien, il y a quelque chose à masquer là-dedans, par les autorités, donc le port du masque obligatoire. C'est impossible de se dire scientifique et de croire que cet instrument, ce fétiche, qui est plutôt une muselière, puisse avoir la moindre capacité de quoi que ce soit face à un virus, puisqu'un virus, c'est 200 fois plus petit que la plus petite des mailles du masque chirurgical le plus précis, le plus serré, le plus sophistiqué. Donc, comment se fait-il que nous en soyons arrivés à ce délire global, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose là
qui n'est pas seulement géographiquement localisé comme une bouffée délirante collective, hein, ça semble partagé par le plus grand nombre, ce qui est le plus inquiétant quand même, si on y réfléchit un peu. En fait, on ne peut aborder ça avec assez de recul qu'avec ce bon vieux Marx, hein, la définition qu'il donne, lui, de l'idéologie. Ils ne savent pas ce qu'ils font, mais ils le font. Donc, l'idéologie, pour Marx, présuppose une certaine naïveté fondamentale que l'homme ne sait pas ce qu'il fait. Il agit sans le savoir, sans savoir ce qu'il fait. La critique, donc, idéologique, en quoi consiste l'activité la plus aiguisée de la pensée marxienne? C'est de déceler, derrière l'universalité apparente, un intérêt privé, une constellation particulière qui masque, enfin plutôt qui est masquée par l'idéologie, comme c'est le cas aujourd'hui. Ce qui me force à faire ce séminaire, c'est d'une certaine manière la déception que j'ai eue récemment de voir certaines personnes pour lesquelles j'avais une certaine amitié et eu égard, disons, au discernement que je leur trouvais. Des gens qui ont l'habitude de ne pas se laisser raconter de balivernes. Et là, de voir à quel point ils étaient eux-mêmes pris dans cette idéologie sans le savoir, ça m'a incité donc à essayer de faire ce séminaire sur l'idéologie. Essayer de comprendre un petit peu comment ça a pu arriver. Alors évidemment, si on en réfère à Marx, on en réfère à la notion d'histoire. Et si on en réfère à la notion d'histoire, c'est le Hegel dans Marx qu'on va convoquer. Hein. Et vous le savez, donc Hegel fut le premier à énoncer quelque chose qui peut paraître absolument désarçonnant quand on y pense. C'est-à-dire que c'est lui qui a tout trouvé, qui a découvert que nous ne pensions pas, mais que nous étions pensés. Évidemment, la psychanalyse va s'engouffrer là-dedans, notamment avec Freud et Lacan, hein, puisque ce sont les deux principaux auteurs de la psychanalyse, ceux qui ont amené la psychanalyse là où elle est aujourd'hui. Alors, je ne parle pas de ses suiveurs, hein, bien sûr. Hein, vous vous rendez compte que quand vous écoutez Jacques-Alain Miller ou les gens comme ça n'a strictement aucun rapport avec Lacan. Et Freud, bien sûr. Hein, c'est pure entreprise commerciale d'exploitation d'une marque, mais ça n'a rien à voir avec l'esprit de Lacan et ce qu'il a découvert dans la lignée freudienne, qui est aussi donc la lignée hegelienne. Donc ce que découvre Hegel, c'est que même tout ce qui, jusqu'à maintenant, s'est présenté comme des sortes de guerre des religions, par exemple, ou cette espèce d'opposition qu'on retrouve dans les mythes ou les récits à grand succès populaire. Je pense récemment, il y a déjà une quinzaine, une vingtaine d'années, mais c'est récent à l'échelle de l'humanité, de ce succès qu'a eu la trilogie du Seigneur des Anneaux, avec d'un côté le mal, le Mordor, et de l'autre le bien, qui se définit par rapport à ce mal, comme étant une sorte de ne pas se soumettre à un impératif d'automatisme et de soumission. Alors ça nous amène à une notion très complexe qui va renvoyer jusqu'à la fin de la cure analytique. Parce qu'il y a
plusieurs registres, il y a plusieurs plans, et donc c'est pourquoi c'est aussi difficile de parler d'idéologie sur un plan collectif. Normalement, la psychanalyse a une fonction politique, on a déjà parlé plusieurs fois, qui est très déterminante, puisque c'est à partir d'une certaine conception du monde qu'il n'y a plus de conception du monde. Cette Weltanschauung dont parle Freud, en disant que l'analyse n'en est pas une, Lacan va plus loin et dit que pour Marx non plus, il n'y a pas de Weltanschauung. C'est-à-dire que c'est un très fin lecteur de Marx. Donc ce n'est pas une société idéale qu'il propose, c'est une pensée du prolétaire. Et pour la psychanalyse, c'est très clair, le prolétaire, ça n'a rien à voir avec l'état de ses richesses matérielles. Le prolétaire, c'est celui qui n'a pas de discours pour faire lien social. Donc nous sommes tous, quel que soit l'état de nos richesses matérielles, des prolétaires. J'ai pas l'histoire du maître. Encore, l'histoire montre tête. Il a vécu pendant des siècles ce discours. De façon profitable pour tout le monde. Jusqu'à un certain défaut, où il est connu. En raison. Un insigne de l'histoire est passé inaperçu aux intéressés eux-mêmes. Le spécifie dès lors, comme le discours du capitalisme, nous n'aurions qu'une espèce d'idée. Si Marx ne s'était pas employé à le compléter, à lui donner son sujet, le prolétaire. Grâce à quoi le discours du capitalisme s'épanouit partout, il règne la forme d'État marxiste. Il distingue le discours du capitalisme. Et ceci, la perversion, le rejet en dehors de tout échange symbolique. Ce que j'ai dit, ça a comme conséquence. Le rejet de quoi? La castration. Nous n'avons pas de discours pour faire lien social. Donc c'est là où la psychanalyse intervient, et notamment donc ce qui se passe à partir du séminaire qui s'appelle L'envers de la psychanalyse chez Lacan, la mise en place de ce qu'il a appelé les discours. Les discours, vous le savez, sont au nombre de 4. Et s'il n'y a pas de possibilité de sortir d'une idéologie qu'au profit d'une autre idéologie, c'est déjà manifesté dans les discours, c'est déjà ce qui se passe dans la cure. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ça veut dire que dès que nous vivons en collectivité, il y a forcément quelque chose qui domine et qui s'appelle le discours du maître. Ce discours du maître, là, c'est une structure à laquelle nul ne peut échapper. La structure du discours du maître, c'est assez simple, en fait. C'est sa finalité qui compte. Pour le discours du maître, il y a un certain nombre de règles à respecter pour que tout aille bien. Pour que d'un point de vue, disons, collectif, les choses se passent au mieux dans l'esprit de sauvegarde de la communauté. Donc, au-dessus de la barre S1, qui renvoie donc à S2, et au-dessous du S2, il y a un petit a, et au-dessous du S1, il y a un sujet barré. Donc ça veut dire que la vérité du sujet barré disparaît sous la barre, la propre division du sujet, le sujet qui est lui-même divisé entre quoi et quoi, divisé entre un semblant, c'est-à-dire un mot qui va venir à la place d'une chose, puisque nous sommes des êtres parlants, et une jouissance. Le fait de parler fait jouir d'une certaine manière. Donc, ce sujet-là, il est placé sous la barre, il est refoulé.
au profit donc d'une organisation, d'un signifiant maître. Pour la France, par exemple, en ce moment, serait de dire le peuple français doit être préservé. Ce serait d'une certaine manière. Hein, ce serait quelque chose de cet ordre-là. Donc, ceux qui utilisent les signifiants maîtres, parce qu'ils sont en place d'utiliser les signifiants maîtres, vont faire valoir un ordre qui réponde à un certain type de discours. Donc, le signifiant maître, c'est ce qui s'adresse à un savoir qui est lui-même présent chez chacun des sujets, bien qu'il n'en sache rien, puisque c'est la définition de l'inconscient. Chacun de vous parle même pour les gauchistes. Vous y êtes plus que vous ne croyez, et dans une mesure dont vous, justement, vous feriez bien prendre l'emport, attaché à un certain nombre de préjugés qui vous font assiette et qui limitent la portée de vos insurrections au terme le plus court, à celui très précisément où ça ne vous apporte nulle gêne, et ne m'aimant pas dans une conception du monde qui reste, elle, toujours parfaitement sphérique. Le signifié trouve son centre où vous le portiez. C'est-à-dire, est-ce que la question, alors, ce ne serait pas de se dire comment vivre avec ce qui se passe, puisque c'est la question qui se pose pour la plupart des gens, comment continuer à vivre avec un niveau de débilité auquel nous sommes convoqués tous les jours, dont le fameux port du masque obligatoire est un des représentants de cette débilité. Ou, de toute façon, l'ensemble, peut-être la débilité, on peut l'aborder sous le fait de s'imaginer, alors voilà, peut-être me revient une manière de répondre. C'est une manière d'essayer de répondre et d'essayer de poser les idées. Alors, cet ami que j'ai vu là et qui, tout en étant quelqu'un que j'estime, a révélé son emprise dans l'idéologie au point où j'en ai été quand même touché. Quelqu'un que je connais depuis plus de 20 ans, qui a partagé avec moi beaucoup de pensées concernant la politique, concernant l'éthique, par rapport à la morale, etc. De le voir là, dans sous cette emprise-là, m'a questionné. Alors évidemment, j'ai parlé, j'ai dit ce que j'avais à lui dire, mais il y a quelque chose qui ne passe pas, c'est impossible. D'une certaine manière, je ne suis pas arrivé à exprimer quelque chose de correct parce que il aurait fallu que je déploie quelque chose de l'ordre d'un séminaire, justement. C'est-à-dire de reprendre les choses à zéro et de réexpliquer. Mais peut-être que même un séminaire, ça ne suffit pas. C'est-à-dire, d'une certaine manière, justement, quand on est pris dans l'idéologie, il n'y a pas de possibilité d'entendre, puisque on l'a déjà vu dans les séminaires précédents. Donc, si on appelle idéologie les discours, c'est-à-dire on a l'idéologie qui correspond au discours du maître, auquel deux autres discours viennent d'essayer de résoudre l'impasse inhérente au discours du maître. Donc, c'est le discours universitaire et le discours hystérique. Et ces trois discours-là fonctionnent de manière sphérique. De manière sphérique, ça veut dire que l'imaginaire y est toujours convoqué à créer un monde. Un monde qui est imaginaire, un univers qui est imaginaire. Et le seul discours qui permet d'échapper à cette circularité, justement, parce que n'oubliez pas qu'on vous dit que le virus circule. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il tourne en rond.
D'ailleurs, il a une forme sphérique et il tourne en rond. Mais évidemment, on ne s'interroge pas là-dessus, sur le fait que le discours de l'analyste est le seul qui ne soit pas un discours sphérique, parce qu'il coupe à la base, normalement, quand la psychanalyse est arrivée jusqu'à son terme logique, toute possibilité de croire dans un univers imaginaire qui serait fondé par un des autres discours. Puisque dans le discours de l'analyste, il n'y a pas de fait autre que le dire. Le mot ne renvoie pas à un imaginaire. Le mot renvoie à une instance de l'énonciation, c'est-à-dire quelqu'un l'a dit. Le fait du dit, c'est le dire lui-même. C'est l'analysant qui l'a dit. Donc, il y a une possibilité de rapprocher, là, quelque chose de très contingent, qui est que le dit ne va pas sans dire. Pour qu'il y ait un dit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'ait dit. Donc, ce quelqu'un, si c'est un dire, c'est là où il faut différencier le fait de parler et le fait de dire. Parler, ça, tout le monde peut parler. Mais dire, qui peut dire? Donc, par exemple, quand vous avez quelqu'un qui, à la télé, vous vante un vaccin, il peut parler, il parle de ça. Mais qui peut dire? Qui peut savoir quels sont les effets d'un vaccin, non seulement sur la soi-disant prévention du coronavirus, mais sur ses effets à long terme? Personne n'est en position de dire, d'émettre un dire. Or, aujourd'hui, il y a la dilution entre le dit et le dire. On assiste à une profusion d'énoncés, mais il ne se dit rien. Il n'y a pas de dire, parce que dire, c'est dire la vérité. Et la vérité ne peut que se mi-dire. Mais là, elle n'est même pas mi-dite, elle est déniée, puisque les paroles ne veulent plus rien dire. Vous avez vu que la logique s'est effondrée, avec ces histoires « rester chez soi, c'est sauver des vies ». Aujourd'hui, on a envie de dire, justement, je pose une question au président de la République. Là, je voudrais savoir combien de vies ont été sauvées par la fermeture du rayon culottes et chaussettes des supermarchés. Puisque c'est un décret, on a fermé les rayons culottes et chaussettes des supermarchés au nom de la sauvegarde de vie. Donc combien de vies ont été sauvées grâce à cette merveilleuse décision gouvernementale? Donc on voit bien qu'il n'y a plus de dire. Donc c'est la parole qui s'est complètement effondrée, la possibilité de la parole dans cette société. Alors on a vu déjà que l'origine de cette chute remonte, je vous renvoie au séminaire précédent, à, disons, 70 ans et 50 ans, donc 1950-1970, avec l'effondrement de la troisième dimension. Quand on parle, qu'on le veuille ou non, quand il y a vraiment une parole qui cherche son assomption par un dire, il y a toujours trois dimensions. On manie toujours par la parole de l'imaginaire, du symbolique et du réel. Aujourd'hui, il y a une volonté d'aplatissement de la parole à deux dimensions pour correspondre effectivement au système binaire que représente l'informatique. Donc on arrive toujours, en fin d'arborescence, à un choix, c'est OK or delete. Ou vous acceptez, ou vous annulez. Donc il n'y a plus de possibilité d'être dans une troisième dimension comme elle est exprimée dans le fameux slogan « ni pour ni contre », au contraire, qui caractérise non seulement le sujet, mais la possibilité pour le sujet d'avoir une vie sociale et de vivre dans une société qui soit régie par le droit et dans lequel on puisse espérer un minimum de justice par rapport au droit. Donc cet effondrement de la parole, là, c'est tout simplement l'équivalent de l'effondrement de l'homme, puisque l'homme est l'animal parlant par excellence, l'animal politique, c'est-à-dire celui qui est habité par la parole.
Alors, je ne sais pas comment... Alors, évidemment, mon ami que j'ai vu l'autre jour me dit moi, je suis très pragmatique. C'est l'inverse qui est vrai. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout pragmatique, puisque pragmatique, ça veut dire... Pragma, c'est la chose. Donc, il fait comme s'il n'y avait pas de chose. Lui, il suit la propagande gouvernementale ou médiatique qui dit il y a tant de vaccinations, et donc à partir de là, il y a tant de contamination en moins. Non seulement ça, c'est très loin d'être vérifié, mais ça n'a rien à voir avec le pragmatisme, puisque le pragmatisme, c'est quand on se convoque soi-même, en fait, dans la dimension de la chose, et dans l'indécidable que la position de la chose convoque. Puisque la chose, vous savez, en psychanalyse, c'est justement ce qui nous amène à énoncer une parole. On en revient donc au premier moment de l'apparition de la parole chez l'enfant, en tant qu'elle apparaît au stade dit du forda, où la parole va venir pour exprimer l'inverse de ce qui se passe. C'est-à-dire que le petit garçon va dire fort, là-bas, quand la bobine est avec lui, pour la jeter. Et il dit da, quand elle est loin de lui, pour la faire revenir. Donc la parole a un effet compensatoire. La parole dit l'inverse de ce qui apparaît dans la réalité. Donc notre rapport à la parole est toujours lié au fait que nous soyons a priori des êtres de langage. Ce qui apparaît d'ailleurs à Freud dans un complément de la Traumdeutung de 1910, où il explique très clairement comment la première satisfaction même de la jouissance orale, c'est-à-dire le fait de téter ou de manger, vient avant la réalité du sein ou du biberon. C'est-à-dire le fantasme, la rêverie de pouvoir téter est la première satisfaction que vient réaliser après coup la présence du sein ou du biberon. Donc nous sommes pris a priori toujours dans les défilés de la parole. C'est ce qui fait de nous des êtres de désir. Le désir a quelque chose à voir avec la projection. C'est quelque chose qui est vécu comme étant une capacité de me saisir de moi-même ailleurs que là où je suis, dans une image, dans un miroir. Donc à partir de là, il y a toujours ce rapport à l'autre qui est lui qui supporte cet autre-là. En l'occurrence, je dis lui, mais la plupart du temps c'est la mère, bien sûr, à l'origine, qui supporte le désir. Et notre propension à la destruction vient de là. C'est-à-dire que celui qui supporte le désir, je dois le détruire pour retrouver une forme d'ataraxie, de calme. Donc il y a un rapport étroit entre la destruction et le désir, ce qui est clairement énoncé dans une petite histoire de Rimbaud. Un prince était vexé de ne s'être employé jamais qu'à la perfection des générosités vulgaires. Il prévoyait d'étonnantes révolutions de l'amour et soupçonnait ces femmes de pouvoir mieux que cette complaisance agrémentée de ciel et de luxe. Il voulait voir la vérité, l'heure du désir et de la satisfaction essentielle. Que ce fût ou non une aberration de piété, il voulut. Il possédait au moins un assez large pouvoir humain. Toutes les femmes qu'il avait connues furent assassinées. Quel saccage du jardin de la beauté!
sous le sabre. Elles le bénirent. Il n'en commanda point de nouvelles. Les femmes réapparurent. Il tua tous ceux qui le suivaient, après la chasse ou aux libations. Tous le suivaient. Il s'amusa à égorger les bêtes de luxe. Il fit flamber les palais. Il se ruait sur les gens et les taillait en pièces. La foule, les toits d'or, les belles bêtes existaient encore. Peut-on s'extasier dans la destruction, se rajeunir par la cruauté? Le peuple ne murmura pas. Personne n'offrit le concours de ses vues. Un soir, il galopait fièrement. Un génie apparut, d'une beauté ineffable, inavouable même. De sa physionomie et de son maintien ressortait la promesse d'un amour multiple et complexe, d'un bonheur indicible, insupportable même. Le prince et le génie s'anéantirent probablement dans la santé essentielle. Comment n'aurait-il pas pu en mourir? Ensemble donc ils moururent. Mais ce prince décéda dans son palais, à un âge ordinaire. Le prince était le génie. Le génie était le prince. La musique savante manque à notre désir. C'est très intéressant, parce que ça rejoint parfaitement la psychanalyse, exactement comme le jeu est un autre de Rimbaud, puisque ce jeu est un autre, c'est celui qui apparaît comme étant pris dans le discours et qui est différent du moi. Donc la formation du moi, c'est quelque chose qui vient opacifier la relation au jeu. Le moi est imaginaire et le jeu est symbolique, puisque le jeu lui-même se prend dans le discours. Donc comment nous en sommes arrivés à une société inversée de cette manière-là? Je ne sais pas comment j'aurais pu l'exprimer. Et là, en fait, j'ai beaucoup de mal à le dire, parce que je ne sais pas par où commencer. Ça fuit de tous les côtés. Et j'essaie de trouver une manière de dire qui serait écoutable, entendable par, d'une part, une notion historique pour en revenir à Hegel. C'est-à-dire, pour Hegel, les mots, en tant que... Ils ne vivent jamais seuls, les mots. Ils sont toujours entourés d'une cohorte d'autres mots. Donc, ils forment des notions. Donc une notion, on peut dire que c'est un champ de mots qui fonctionnent ensemble. Pour Hegel, donc le premier à arriver à démontrer avec un tout petit livre qui est absolument génial, qui s'appelle « Qui pense abstrait ?», où il inverse déjà toutes les prérogatives entre ceux qui croient être dans les choses concrètes et qui ne sont que dans les choses habituelles et pas concrètes, justement. Et ceux qui sont considérés comme des gens qui parlent abstrait, mais qui en vérité sont confrontés avec la plus grande rigueur aux choses les plus concrètes, comme l'exemple que je donnais tout à l'heure avec le pragmatisme. Le pragma, c'est quelque chose à voir avec la chose. La chose, c'est ce qu'on tue quand on met un mot à la place de la chose. Le meurtre de la chose, par le mot, vient l'humaniser, en tout cas en partie, et fait en sorte que nous rentrons dans un univers humain, humanisé. On humanise quelque chose de l'ordre du désir, qui au départ n'est rien d'humain. Alors comment j'aurais pu lui expliquer ça? Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Alors, à part le reprendre à chaque fois, ce que j'ai fait 2-3 fois, mais je ne voulais pas être désagréable non plus, parce que ça ne sert à rien. Et puis la psychanalyse, comme on sait, le propre de la psychanalyse est de ne pas convaincre, ni con ni vaincre. Donc il ne s'agissait pas d'entamer une procédure de conviction, mais de juste soulever les questions par rapport au fait que ce qui se passe là,
comment ça peut être inscrit historiquement? Alors, Hegel peut nous donner, ou Marx, une première réponse, c'est-à-dire il y a ce jeu des notions qui se combattent entre elles. Pour Hegel, ce sont ces notions-là, par exemple, une certaine idée de l'homme qui serait plus ou moins adapté à cette terre et qui interagirait avec les autres selon certains protocoles qui seraient commandés, un certain rapport à la loi, au droit. Et ces notions se combattent entre elles. Mais comme ce sont des choses qui ne sont pas incarnées, les notions, elles ont besoin des passions des hommes pour pouvoir s'affronter. Donc, elles colonisent des hommes, et à partir de là, il faut imaginer un monde de marionnettes, comme dans un petit récit de Kleist, où les notions elles-mêmes se combattent en utilisant les passions des hommes. Et on peut dire que nous vivons, donc là, une époque où un clivage très important s'est mis en place, qu'on peut peut-être qualifié d'un côté, ceux qui sont le plus soumis à l'idéologie portée par le discours capitaliste et qui repose sur 4 vecteurs que j'ai appelés, un peu pour rigoler, mais un peu parce que ce qui m'a fait rire dans Le Rouge et le Noir de Stendhal, c'est qu'à un moment, Julien Sorel, quand il arrive au séminaire, là, où il doit faire son noviciat, évidemment, il est très solitaire, il a des atouts qui font qu'il est différent un peu de tous les autres qui sont là. Et il a peu d'amis, c'est le cas de le dire. Hein, c'est même, il a pratiquement que des ennemis là-bas. Et là où vraiment il commet un acte absolument irréparable pour les autres, c'est que il refuse. Enfin, il ne marque aucun enthousiasme le jour où ils ont des saucisses à la choucroute. Et donc, pour eux, qui marquent un détachement même vis-à-vis de la pitance, ça leur semble insupportable. Les jours de grande fête, on donnait aux séminaristes des saucisses avec de la choucroute. Les voisins de table de Julien avaient observé qu'il était insensible à ce bonheur. Ce fut là un de ses premiers crimes. Ses camarades y virent un trait odieux de la plus sotte hypocrisie. Rien ne lui fit plus d'ennemis. « Voyez ce bourgeois, voyez ce dédaigneux, disait-il, qui fait semblant de mépriser la meilleure pitance, des saucisses avec de la choucroute. Fi, le vilain, l'orgueilleux, le damné !» Il aurait dû s'abstenir par pénitence d'en manger une partie et faire ce sacrifice de dire à quelque ami en montrant la choucroute « Qu'est-ce que l'homme peut offrir à un être tout-puissant si ce n'est la douleur volontaire ?» Et donc, c'est pour ça que j'ai appelé les 4 saucisses idéologiques du discours capitaliste. C'est-à-dire ce discours qui maintenant est organisé de telle manière que il ne va plus fonctionner à partir d'arguments ou de raisons, parce qu'on peut dire qu'un discours c'est une raison, mais il va discréditer le raisonneur. Comme dit Valéry, justement, qui ne peut attaquer la raison, attaque le raisonneur. Donc c'est un discours moral, ce en quoi c'est un discours religieux. Donc les 4 saucisses du discours capitalisme sont l'écologisme, l'antiracisme, le LGBTisme féminisme et le technologisme. C'est-à-dire que si vous manifestez la moindre critique vis-à-vis de ces dogmes-là, aujourd'hui, votre parole est absolument invalidée. C'est-à-dire qui ne peut attaquer la raison
attaque le raisonneur, on va vous mettre dans le camp de l'extrême droite. Alors évidemment, là, on est totalement dans le monde inversé, comme dit Debord. Le point commun de ces quatre, c'est de faire exister un grand autre qui n'existe pas. Voilà. Ce à quoi nous amène la psychanalyse et qui permet d'éviter la tentation du sacrifice, comme ce qui se fait tous les jours en ce moment, c'est d'accepter que le grand autre, le lieu même des significations, est inconsistant. Il est troué. C'est S de A barré. Il n'y a rien, ce n'est pas un sujet, c'est un automatisme signifiant. C'est un schème mort. Donc, de ce fait-là, nous sommes renvoyés à notre propre responsabilité de sujet qui est engagé tout le temps. Et donc, dans l'écologisme, là, c'est soi-disant sauver la planète. C'est comme si les minuscules êtres humains de cette planète avaient le moindre pouvoir de quoi que ce soit sur quelque chose comme la planète Terre qui a plusieurs millions d'années et qui sera là dans plusieurs millions d'années. Et imagine un peu ce délire de faire exister une mère nature, une espèce d'esprit où tout le monde sacrifierait comme les Incas ou les Aztèques à l'écologisme, là cette religion de l'écologisme. Le LGBTisme, féminisme, ça c'est pareil, c'est-à-dire que ce qui est de l'ordre de la jouissance du sujet qui arrive par le biais du signifiant est nié en tant que ce soit le signifiant, et donc ça devient une espèce de choix de vie, une espèce de mode aujourd'hui où tu ne peux plus dire ni faire quoi que ce soit d'ordre d'une critique de cette débilité-là sans passer pour un facho ou je ne sais pas quoi. Et c'est pareil, c'est faire exister un autre qui n'existe pas, un autre totalement imaginaire, abstrait. L'antiracisme, bon, on n'en parle même pas, j'ai écrit assez là-dessus, c'est-à-dire que se placer en antiracisme, c'est du racisme au second degré, c'est toujours pareil, faire exister un autre qui n'existe que dans ma jouissance, et nulle part ailleurs que dans ma jouissance. Et le technologisme, là c'est assez clair, c'est-à-dire vraiment le dieu de la technique. Aujourd'hui, tu t'entends répondre à l'ordinateur ne veut pas. Ça vaut comme une réponse d'impossibilité, un ordinateur ne veut pas, alors que c'est un pur automatisme signifiant, un ordinateur. Ce n'est pas intelligent, contrairement aussi au principe de l'intelligence artificielle, c'est une fraude des mots. La démocratie est malade de la fraude des mots. L'intelligence artificielle, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'il y a autant d'intelligence dans l'intelligence artificielle qu'il y a de fleurs dans la fleur artificielle. Puisque intelligence, ça veut dire lire entre les mots, donc il faut savoir lire, et lire entre les mots, c'est encore un autre niveau de lecture, puisque c'est la lecture qu'on apprend par la psychanalyse, c'est-à-dire entendre à quel point la parole est toujours soumise à trois forces qui la contraignent en permanence, qui sont l'inversion, le déplacement, la métonymie, et la condensation, qui est la métaphore. Et c'est sans arrêt là-dedans que nous baignons dans ce jeu triple et subtil de l'imaginaire, du symbolique et du réel. Ces quatre piliers-là vont former une base qui sert une notion qui ne se cache même plus maintenant, qui s'appelle le transhumanisme. Une conception selon laquelle peut enfin être prononcé l'avènement ultime pour l'homme qui est la mort de la mort. C'est-à-dire, on va vous promettre que vous n'allez plus mourir. On va pouvoir télécharger votre esprit sur un disque dur et on va vous faire vivre, disons en tout cas, très longtemps, et donc une longue vie, très très longue, et en visant bien sûr comme un point asymptotique l'immortalité. Donc on peut dire que cette idéologie-là qui domine le monde avec ces quatre piliers. Alors je vous expliquerai un jour comment fonctionnent ces piliers. Peut-être je vais le faire maintenant si j'ai des questions, mais en fait, on peut dire que tout ce qui
est diffusé comme discours dominant dans nos sociétés repose sur ces 4 piliers-là, de telle manière que cette idéologie semble avoir une assise, 4 pieds c'est pas mal pour une assise, qui fait qu'elle est difficilement attaquée sur le plan théorique. Donc d'un côté, ceux qui sont essentiellement des téléspectateurs, des gens qui sont soumis à toutes sortes d'influences, donc ça représente quand même une majorité de gens qui sont dominés justement par cette idéologie, et de l'autre côté, évidemment, c'est très inégal. Il y a très peu de sujets capables de combattre à sa racine cette dimension idéologique. Et donc c'est très difficile de prévoir quelque chose de collectif, puisque ça nous échappe en quelque sorte. Si ces notions-là fonctionnent, comme le dit Hegel, de manière autonome et imprévisible pour s'emparer de l'esprit de certains et agir à travers eux, eh bien on ne sait pas ce qui va en être. Donc comment on peut vivre avec ça? Quelle est la position qu'il faut adopter vis-à-vis de ce qui se passe actuellement et qui est marqué par un effondrement d'une civilisation qui a laissé tomber les derniers avatars de la fonction paternelle et qui semble reboucler sur un monde minéo-mycénien, donc pré-grec, d'un matriarcat absolu. Il y a ce film Zéliv que j'avais donné à voir mes étudiants quand j'enseignais le graphisme, et je leur avais demandé de faire l'affiche du film où l'idéologie est présentée par John Carpenter comme non pas quelque chose qu'on voit a priori, mais qu'on voit quand on met les lunettes. C'est-à-dire que tel qu'on se représente l'idéologie, on peut se dire, en fait, c'est comme si on avait déjà des lunettes et on enlève les lunettes et on voit les choses telles qu'elles sont vraiment. Non, c'est pas comme ça que ça marche, puisqu'on ne voit jamais les choses telles qu'elles sont vraiment, puisque nous voyons les choses à travers la fenêtre de notre fantasme. Donc jamais nous ne les voyons comme elles sont vraiment, comme elles sont réellement plutôt. C'est-à-dire elles sont vraiment pour nous, puisque c'est à partir de notre fantasme que nous les voyons. Mais là, ce sont des lunettes qui permettent de voir l'idéologie. Donc c'est un travail de la lettre qui va donner une certaine culture, une culture justement dont Lacan représente l'acmé, en passant par, bien sûr, de Héraclite, Hegel, Marx, et bien sûr Freud, Lacan, et qui permet de voir quel est notre rapport au signifiant, donc notre rapport à la possibilité d'une parole, de nous en tant qu'êtres parlants. Et évidemment, ce qu'il y a de bien dans ce film, c'est un film, c'est que ce qui est bien vu, c'est ça, c'est le fait que l'idéologie ne soit pas on enlève les lunettes et on voit, mais on doit mettre les lunettes pour voir l'idéologie, mais en vérité ce n'est pas aussi rapide que ça, ce n'est pas aussi immédiat. C'est-à-dire qu'avant de se saisir de ce qu'il en est de l'idéologie, il y a un travail considérable, et ce travail considérable, c'est le travail de l'analyse. Puisque dans l'analyse, une analyse qui est menée jusqu'à son terme logique permet au sujet de faire le tour des 4 discours. Et 2 fois le tour même. Un aller et un retour. Pour saisir à quel point, justement, le discours de l'analyste n'est pas seulement la structure même du discours de l'analyste telle qu'elle se présente dans ses mathèmes, petit a qui s'adresse à S barré, qui descend vers S1, qui évacue S1, et donc dont le retour est impossible vers le S2.
Donc ça, c'est le mathème du discours de l'analyste, ce qui veut dire que l'analyste se met en position d'objet petit a, d'être le rebut même de tous les discours, et de la place de ce rebut, quelque chose est adressé au sujet en tant que barré qui va évacuer un signifiant maître de telle manière qu'il puisse, au nom de ce sujet supposé savoir, et donc c'est le savoir qui est supposé au sujet, accoucher d'un nouveau signifiant maître. Donc ce discours d'analyste, c'est bien sûr sa structure, mais c'est aussi la possibilité pour le sujet de pouvoir savoir dans quel discours il est pris chaque fois qu'il est pris dans un discours. Je donnais souvent cet exemple que je pouvais être dans le discours de l'analyste la plupart du temps, c'est-à-dire me mettre au service de ce discours, mais lorsque j'enseigne le graphisme, par exemple, je ne me mets pas dans le discours de l'analyste, je me mets dans le discours du maître. Parce que c'est l'enseignement du graphisme qui nécessite cette structure-là. Et donc la possibilité de passer d'un discours à l'autre, du discours du maître au discours universitaire ou au discours hystérique, c'est aussi être dans le discours de l'analyste quand on peut passer d'un discours à l'autre et qu'on le sait, qu'on a une capacité de s'en saisir. Donc l'idéologie, c'est cette capacité pour le sujet de se saisir de la structure des discours et de se situer soi-même dans un discours, de ne pas être la dupe du discours dans lequel on est, sauf le discours analytique. C'est-à-dire, il y a au départ le désir décidé de se faire la dupe du discours analytique, c'est-à-dire de rester dans l'indécidable. Puisque le discours de l'analytique, le discours de l'analyste se spécifie de rester dans l'indécidable. Puisqu'une interprétation n'est jamais une interprétation de sens, mais une interprétation qui porte sur l'équivoque, et donc c'est toujours un mi-dire, ça reste une énigme. Donc il s'agit de rester dans l'énigme et dans cet écart le plus ténu entre le dit et le dire. Et donc c'est une position du sujet en analyse qui est requise. Et effectivement, on ne sort pas de l'idéologie comme ça. C'est un film intéressant de cette histoire de mettre les lunettes, mais ça n'arrive pas comme ça. C'est un travail de tous les jours. Et plus on s'enfonce dans les idéologies, disons, aliénantes, sans possibilité de saisir en quoi consiste l'aliénation, moins on a de chance, bien sûr, de sortir de cette aliénation-là. Chaque idéologie est un discours, et chaque discours une idéologie. Donc, nous sommes toujours pris dans un certain type de discours. Et c'est là où, d'une certaine manière, il y a 4 discours plus 1, mais en vérité, il n'y a que 2 discours. Puisque il n'y a que le discours sphérique et le discours non sphérique, le discours meubien. Alors je vais essayer de développer ça et essayer de le faire comprendre. Quand un enfant arrive au monde, il arrive dans un champ de signification. Il est immergé dans le langage. Le langage a toujours 2 dimensions, a priori, immédiatement perceptibles, qui sont la fonction de représentation. Donc le langage, c'est le symbolique. Nous sommes humanisés parce que nous sommes dans le symbolique. Donc nous sommes pris dans du langage. On nous parle, on est bébé, on nous parle, donc nous sommes immergés dans du symbolique. Le symbolique, il a 2 registres. Un registre qui est celui de la représentation, c'est-à-dire imaginaire. C'est le mot qui vient à la place de la chose. Donc, et l'autre registre qui est le réel, qui nous assigne une place dans la structure. Par exemple, la structure qui va définir le père par rapport au fils, même si elle n'est pas nommée, ni même exprimable par le père, et encore moins par le fils, comme il est bébé, il n'empêche que cette structure fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le père qui a une autorité
sur le Fils, et le Fils qui ne peut que se situer dans une relation énigmatique vis-à-vis de quelque chose qui lui assigne une place sans qu'il n'y puisse rien. Donc ça, c'est le réel de la structure. Ce discours, disons, primordial, là, il est lié au discours dominant. C'est-à-dire ce qui domine. Et ce qui domine, dès qu'il y a du discours, c'est le discours du maître. Puisque le discours du maître, c'est censé évacuer ce qui n'est pas inscriptible dans le discours. C'est là qu'apparaît l'objet petit a chez Lacan. C'est-à-dire dans la structure, donc, le sujet divisé qui est en bas, qui est en lieu de la vérité. La vérité, c'est que le sujet est divisé. Ça reste sous la barre, on n'en parle pas, et donc il y a deux flèches qui partent. Une, c'est un semblant, il y a un signifiant maître, là, qui va ordonner quelque chose, qui va dire quelque chose. Ce dire-là correspond à une mise en ordre du monde par la parole. La parole va provoquer une organisation et un ordonnancement du monde, et cette parole-là, pour le sujet divisé, va correspondre à une possibilité de jouissance. Donc, le discours basique, c'est ça. Ce qui échappe à la parole, ce qui ne peut pas être nommé, etc., c'est ce qui reste, c'est l'objet petit a qui est en bas à droite du discours du maître. Donc, nous sommes toujours forcément, a priori, pris dans une idéologie. C'est ça ce que ça veut dire, être pris dans une idéologie. Qu'on le veuille ou non, du moment que nous parlons et que nous sommes parlés, nous sommes tout le temps, que nous sommes d'abord parlés avant d'être parlants, puisque notre prénom est déjà choisi, on nous appelle comme ça, on va nous parler, on va nous dire des choses, nous sommes pris dans le langage, donc de ce fait-là, nous sommes pris dans une structure, nous sommes pris dans un discours, nous sommes pris dans une idéologie. Ça, c'est, disons, l'origine du discours du maître. Le discours du maître est plus structuré que ça, mais parce que après on va le différencier avec les deux autres discours qui vont venir le challenger, ce discours du maître, qui vont venir lui essayer de résoudre son impasse plutôt que challenger. Les deux autres discours vont essayer de résoudre l'impasse inhérente au discours du maître, puisque le discours du maître, c'est de pouvoir nommer pour pouvoir ordonnancer le monde à partir de la parole. Ces deux autres discours-là, qui sont le discours hystérique et le discours universitaire, vont essayer de faire un sort à l'objet petit a, qui est le reste du discours du maître. Ils vont essayer de le recycler d'une manière différente. Donc, pour le discours de l'hystérique, c'est en posant le petit a, le reste du discours du maître, sous la barre, en bas à gauche, et pour le discours universitaire, ça va être de le traiter, c'est-à-dire qu'un savoir vienne s'adresser à lui pour le traiter. C'est deux manières d'évacuer l'objet petit a. Mais au fond, ces trois-là restent des discours sphériques, c'est-à-dire qu'ils restent liés dans une même impasse que vient résoudre à partir du XXe siècle, à partir de l'avènement freudien, le discours de l'analyste. Parce que bien que ce soit Lacan qui le thématise, qui en fasse justement non seulement le mathème mais tout le développement, en fait c'est Freud qui découvre quelque chose qui a dans notre rapport à la parole. C'est là où intervient justement la lettre juive et au fait que si les nazis ont essayé de détruire les juifs, c'est aussi parce que, d'une certaine manière, l'acmé de la pensée la plus puissante, qui a un rapport direct avec la possibilité du langage, c'est la pensée juive, et Freud amène cette pensée juive jusqu'au bout du bout, jusqu'au moment où il bascule même dans le christianisme, ce en quoi il répète le geste chrétien de sauver la place vide de Dieu. Donc il y a à ce moment-là une possibilité pour l'homme de sortir de son impasse structurale que d'être pris dans le discours. Donc l'idéologie, c'est en même temps le discours du maître, mais c'est aussi les trois discours sphériques.
Mais c'est aussi le discours de l'analyste. Mais cette fois, le discours de l'analyste, c'est choisir une idéologie contre l'idéologie. Puisqu'on ne peut pas sortir de l'idéologie, on ne peut pas être non idéologique du moment que nous sommes parlants, on est obligé de choisir une idéologie par rapport à une autre idéologie. Et c'est là où on peut se faire la dupe du discours analytique. Alors, pour réaborder ce discours capitaliste, nous avons un discours universitaire qui vient se substituer au discours du maître progressivement, et donc avec l'avènement de la science naît d'un discours hystérique, puis va être, en tant que vérité, va être récupérée comme un savoir dans le discours universitaire, et ce discours universitaire, lui, va copuler avec le discours du maître pour donner le discours capitaliste qui est l'idéologie d'aujourd'hui. Donc il y a effectivement aujourd'hui une surpression du discours capitaliste qui ne fait pas lien social, puisque ce qui caractérise notre époque, comme on le voit, c'est qu'il n'y a plus de possibilité pour la majorité d'accepter de se rendre compte que le sujet est soumis au signifiant, qu'il est un rejet de la chaîne signifiante comme on le voit en psychanalyse, puisque le sujet s'imagine que le langage est à sa disposition comme un outil pour créer le monde. Donc c'est l'inversion de flèche entre le sujet divisé et le S1 dans le discours capitaliste, c'est justement l'idéologie. Elle se résume à ça. C'est-à-dire que il n'y a plus de possibilité aujourd'hui pour la majorité des sujets d'accepter de se rendre compte que le sujet est aliéné au signifiant. C'est-à-dire qu'en fonction de son rapport au signifiant, son monde va se présenter de telle ou telle manière. Puisque lui, il s'imagine que le langage, c'est quelque chose à sa libre disposition, qu'il peut en faire ce qu'il veut et qu'il peut nommer les choses comme il veut. Que c'est un outil à sa disposition, que c'est gratuit et qu'il peut faire ce qu'il veut avec ça. Donc ça, c'est ce qui caractérise en propre le discours capitaliste, qui est justement une longue dérive du discours du maître qui passe par le discours universitaire et qui aboutit au discours capitaliste qui justement ne fait plus lien social. Or, ce que vient représenter la psychanalyse là, le réel de la psychanalyse, c'est de pouvoir refaire lien social en repartant au début. C'est-à-dire en faisant un lien social à deux. Hein. Et c'est là où il y a en plus justement cette notion de réel qui guide ce séminaire-là, et qui est que le réel ne peut se percevoir que sous l'angle d'un arthrag, d'un après-coup. Il y aura eu le réel, parce que quand le réel arrive, on ne peut pas le qualifier de réel, on est juste stupéfait par le surgissement du réel. Donc le réel, c'est toujours quelque chose qui arrive après coup et qui donne une logique qui n'est pas la logique hypothético-déductive où on pose des hypothèses et on va tirer une arborescence comme fonctionnent les algorithmes et toute la soi-disant pensée contemporaine qui n'en est pas puisque c'est juste du calcul. Et le réel, c'est poser quelque chose comme étant a priori déjà là et qu'est-ce qu'il aura fallu pour qu'il y ait ça. Donc le réel là même va beaucoup plus loin avec l'analyse, puisque ça nous fait poser avec Lacan la supposition que le discours même hystérique était avant le discours du maître. C'est-à-dire que c'est qu'après coup, une fois que le discours du maître est installé, que nous pouvons dire qu'il y aura eu un discours hystérique. Et ça correspond effectivement à cette époque que nous vivons, où nous sommes justement en train de basculer là dans une société matriarcale. Même que pour le discours universitaire, il y a l'intude en croyant faire les mois. Dans le cas du discours hystérique, c'est le discours scientifique biais. C'est très important à connaître pour avoir des chiffres honnêtes. Ça ne diminue en rien le mérite du discours. Il y a une chose qui est certaine, c'est que je n'ai plus ces trois discours les articuler en une sorte de hacker. C'est parce que le discours analytique est sur. Notre sujet est fondé par le langage. C'est-à-dire la langue, c'est à partir de quoi peut s'extraire notre possibilité de sujet.
Donc dès qu'on se met dans une position au-dessus du langage, c'est sûr qu'on est débile. On s'imagine être... alors, on appelle ça des grands débiles calculateurs. Hein, c'est des gens qui se croient très intelligents, mais parce qu'ils calculent très vite, comme des ordinateurs. C'est Alexandre, avec son transhumanisme. Oui, bon, il y en a plein. Miller aussi, c'est un grand débile calculateur. Hein. Il a rien compris à Lacan, Miller. D'ailleurs, là, en ce moment, il est dans une frénésie de tweeter tout et n'importe quoi. Il est totalement dans le discours capitaliste, sans s'en rendre compte une seconde, alors qu'il a passé, soi-disant, sa vie dans les écrits de Lacan, et sans même avoir la moindre petite lumière qui s'allume en lui disant « Mais attention, là, de quoi tu parles ?» C'est-à-dire que, si tu veux, les grands débiles calculateurs sont ceux qui ont brigué tous les postes de chefferie, là. C'est-à-dire qu'ils sont partout à des postes de chef, puisqu'ils calculent comme des ordinateurs. Ils sont dans le même mode de fonctionnement qu'un ordinateur. Donc, ils sont congruents avec les ordinateurs, ils sont congruents entre eux. Et ça, c'est la négation même du réel, de la troisième dimension, de la dimension du père. Aux années 50, avec la création de l'informatique, là, c'est Turing, c'est-à-dire juste après la guerre, ça a commencé pendant la guerre, c'était pour la recherche de localisation des sous-marins allemands, etc., avec des jeux de calcul, des algorithmes, etc. Ça a mis 20 ans à se développer pour arriver aux années 70, où le discours lui-même, qui est porté par cette invention là technologique, c'est le technologisme dont je parle dans les 4 saucisses là, ça va amener jusqu'à son influence surdéterminante dans le droit, puisque c'est à ce moment-là que disparaît le droit paternel. C'est-à-dire qu'on arrive à un droit parental et plus paternel, et donc après l'homoparentalité, etc., sans se rendre compte que du moment qu'il n'y a plus de différence sexuelle, il n'y a plus non plus de... Enfin, c'est la même chose de dire parentalité ou homoparentalité, puisqu'il n'y a plus de différence sexuelle. Parce que la différence sexuelle, elle est que le père, justement, n'est jamais de l'ordre de l'immédiateté. C'est un fait de parole qu'un père soit nommé, puisque c'est la mère elle-même qui dit « celui-là est ton père ». L'absence de coupure, la métonymie ou la contiguïté entre la mère et l'enfant fait que pour le droit romain, mater certa, pater semper incertus, le père n'est jamais sûr, puisque il y a du réel, ça veut dire que là il y a de l'indécidable, il y a quelque chose qui peut pas se décider, ça rentre pas dans des cases préexistantes. Et ça passe par la parole, on reconnaît pas sa mère et son père de la même manière. Il y a une instance de la parole qui vient faire coupure, donc le père est celui qui est marqué par la parole, c'est celui dont la parole est décisive, et ça c'est l'Orestie d'Échille, c'est à partir de quoi la place du père et la place de la possibilité humaine de la culture. Donc c'est à partir de quoi Freud lui-même fait le même geste que le Christ en venant sauver la place du père. Pourtant, Freud disait qu'il, non seulement il croyait pas en Dieu, mais il croyait que Dieu n'existait pas. Mais ça n'empêche pas de sauver la place même de Dieu, c'est-à-dire du dire pour Lacan, de la possibilité de dire que représente cette troisième dimension, qui aujourd'hui est évacuée par le fait de tout ramener à 2 dimensions. Un monde aplati de la réalité virtuelle, de ce qu'il y a de perceptible sur un écran, comme les modélisateurs, là, la modélisation, tout le monde ne parle que de modélisation. Tout ce qui est basé là comme loi sur comme décret des mesures gouvernementales face à cette immense mascarade qu'est le Covid, c'est toujours lié à des modélisations. C'est-à-dire de l'imagination, du calcul avec des algorithmes, ça n'a rien à voir avec la prise en compte du réel. Donc ce que je voulais dire aussi, et ce que j'ai dit à mon ami, c'est que dans la même maison, il peut y avoir un qui attrape le Covid et qui couche avec sa femme et qui a les enfants, et les autres ne l'attrapent pas. Donc aujourd'hui, on fait comme si on devait tous se traiter comme des pestiférés les uns les autres. Ça, c'est purement idéologique, il n'y a aucun réel là-dedans. Et tu peux être seul, t'isoler, ne voir personne te mettre dans une tour d'ivoire et l'attraper. Voilà. Ça, c'est le réel de la chose. Parce que ça arrive tous les jours et constamment. Et aujourd'hui, c'est nié au profit de cette idéologie fantasmatique, totalement imaginaire, comme quoi l'homme aurait un pouvoir sur les virus.
Alors que le virus a son propre cycle de déploiement et de développement, comme toutes les créatures sur cette terre, et donc le fait d'attribuer une cause, là où il y a une causalité signifiante, une causalité symbolique, là on est dans la stupidité et même dans la débilité. Voilà. C'est là où je dis qu'il y a une débilité.